Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, bienvenue dans ce traditionnel BADA consacré aux réactions et aux questions de nos auditeurs après l'émission que nous venons d'enregistrer et qui portait sur l'efficacité ou la non-efficacité, la portée en tout cas de la Convention citoyenne sur le climat et sur la nouvelle politique américaine au Moyen-Orient. C'est plutôt d'abord un sujet de politique étrangère sur lequel nous interroge un auditeur. Si les États-Unis parvenaient à convaincre les autres membres de l'OTAN d'aller au bout de la logique OTAN ou armement russe, ou d'aller au bout de la logique OTAN ou armement russe, quelle alternative géopolitique l'Alliance aurait-elle à la Turquie? Qui d'entre vous, Béatrice, Jean-Louis, Richard, veut répondre à cette question? Moi, je ne suis pas sûre de très bien la comprendre, cette question. Notre auditeur dit si les États-Unis arrivent à convaincre l'ensemble des membres de l'OTAN que chacun d'entre eux choisisse un système d'armement ou à l'intérieur de l'OTAN ou à l'extérieur, en l'occurrence l'armement russe, et que donc la Turquie ayant choisi les Russes se mette de fait en dehors de l'OTAN. Quelle alternative aurait l'OTAN à cette Turquie qui n'en serait plus? Oui, mais l'OTAN n'a pas du tout intérêt à voir la Turquie sortir de son alliance. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'elle n'a pas pris véritablement de sanctions quand elle a acquis ce système de défense russe, de missiles russes. Donc, c'est une question en fait qui ne peut pas se poser. La Turquie et l'armée turque, c'est extrêmement important dans le cadre de l'OTAN. Et je ne pense pas que la Turquie n'ait véritablement l'intention de sortir de l'OTAN. On joue dans le rapport de force pour essayer de voir jusqu'où on peut aller. Mais les choses étant ce qu'elles sont, on peut difficilement prendre des positions comme ça aussi tranchées. C'est un petit peu ce que j'ai essayé d'expliquer dans la présentation de la politique de Biden au Moyen-Orient. On n'est pas dans des systèmes de oui ou de non. On mesure les conséquences et elles pourraient être dramatiques si, imaginons que la Turquie choisisse complètement le camp de la Russie, elle pourrait aussi choisir le camp de la Chine et on aurait à ce moment-là une présence militaire encore beaucoup plus forte, les Russes étant déjà présents au Moyen-Orient, mais on pourrait peut-être avoir une Chine qui deviendrait à ce moment-là un acteur dans le monde des rapports de force internationaux, et je dis bien rapports de force et non relations internationales, qui rendraient la situation extrêmement dangereuse. Donc, j'allais dire, heureusement que raison est gardée et qu'au lieu de jouer sur des choix très tranchés, on essaye d'éviter le pire. D'autres interventions Oui, sur moi, cette je voudrais approuver ce que dit Béatrice. Je pense que nous n'avons l'OTAN a trois problèmes. Elle a un problème de mobilisation des Européens sur des enjeux militaires. On n'a pas envie. Les Américains, que ce soit Trump ou Biden, nous le demandent et ils ont raison de nous le demander. Nous devons en faire plus pour notre défense. On a un problème d'autonomie. Les Français le souhaitent. Les Allemands ne le souhaitent pas. En tout cas, la ministre de la Défense allemande a eu des propos très sévères là-dessus. Or, je crois que nous devons dégager une autonomie. Et peut-être la réponse, pas la réponse, parce qu'il n'y a pas de vraie réponse, mais l'attitude que nous pouvons développer face à la Turquie, c'est justement de dégager au niveau de l'Union européenne, mais à travers l'OTAN, des formes d'action qui sont des coopérations renforcées en réalité à l'intérieur de l'Europe, à l'intérieur de l'OTAN, pardon, et qui engagerait les forces de l'Union européenne. Je pense que là, il faut jouer sur la diversification, mais je souscris tout à fait à l'opinion de Béatrice. Il faut éviter la crise et toujours se rappeler que M. Erdogan est un homme extrêmement fragile. S'il est violent actuellement, c'est parce qu'il a pratiquement échoué sur tout.
Il a échoué sur le plan intérieur, il a échoué en Syrie, il s'est brouillé avec Israël, il s'est brouillé avec l'Égypte, il s'est brouillé un peu avec tout le monde. Et donc, il s'agite, et il s'agit plutôt de le calmer et puis d'espérer des jours meilleurs où la Turquie retrouvera ce que les électeurs souhaitent en Turquie, c'est-à-dire un régime plus aimable. Marc-Olivier Padis. Oui, moi je pourrais plutôt répondre à une question sur la Convention citoyenne, s'il y en a une. Ah pardon, je croyais que vous vouliez répondre sur cette question-là. Oui, il y a une question, bien sûr, sur les conventions citoyennes. Je vois bien même que s'il n'y avait pas de question, vous seriez capable de vous en poser une à vous-même. Comme dirait le général de Gaulle. Il me semble que quelqu'un m'a posé une question. Je ne vous en priverai pas, compte tenu de ce que les obligations, les impératifs de notre rendez-vous avec les auditeurs m'ont rendu particulièrement vigilant sur le chronomètre de cette émission. Mais l'un de nos auditeurs nous demande, attendez, pardon, je vois qu'il ajoute une question à sa question, c'est: y aura-t-il une suite pour la Convention sur le climat? Alors, oui, là je peux répondre. En plusieurs points. D'abord, cette convention ne devait durer que 4 mois. Elle en a finalement duré 17 à cause du confinement, mais aussi parce qu'un rajout a été fait qui n'était pas prévu du tout au départ sur le travail de la convention, qui était justement le suivi du projet de loi, de la discussion avec les parlementaires, avec les cabinets ministériels, avec les directions centrales des administrations, ce qui n'était peut-être pas une très bonne idée parce que les citoyens qui avaient déjà dû s'approprier beaucoup de connaissances, ici ont été confrontés à un processus de décision politique qui est tout de même complexe et qu'ils maîtrisaient encore moins que le sujet de fond. Toujours est-il que, comme on l'a dit, c'était une expérimentation qui mériterait d'avoir des suites, mais à condition d'en tirer un certain nombre de leçons. Et la première leçon, c'est probablement qu'il ne faut pas croire que c'est une solution magique à tous les problèmes de la défiance qu'entretiennent aujourd'hui beaucoup de Français vis-à-vis du personnel politique ou de l'action publique en général, et de se mettre à multiplier à tout propos des conventions nationales. Et donc, il y a un certain nombre de conditions pour que ça fonctionne. Je peux redire quelques mots. Le fait de s'assurer que le périmètre ne soit pas démesuré, que le commanditaire ne complique pas inutilement les travaux de la Convention, et disons que ce soit assez clair qui pose la commande, quelle va être la suite, pourquoi les gens sont réunis, comment on va prendre en compte leurs propositions. Et puis, le fait qu'il y ait une gouvernance qui soit suffisamment claire, qui garantisse le bon déroulement du processus, l'équilibre de l'information, comme ça a été souligné tout à l'heure, et le fait que ce ne soit pas des groupes militants ou des groupes d'intérêt privés qui fasse pression sur la Convention. Donc, la Convention citoyenne sur le climat est achevée. Elle ne se réunira plus, mais il y a sans doute d'autres exercices à imaginer par la suite, à condition de bien tenir compte des contraintes de gouvernance et de saisine qui sont quand même fondamentales. Je peux dire un mot, Philippe? Je vous en prie. Oui, moi, au-delà de ce que vient de dire Marc-Olivier, qui est très juste, je pense que ça pose quand même un problème extrêmement précis, qui est de savoir ce qu'est la démocratie. Parce que la légitimité de la Convention, ça peut se défendre, c'est la légitimité du tirage au sort. Bon, est-ce qu'on veut, et après tout, pourquoi ne pas remplacer l'Assemblée nationale par une assemblée tirée au sort? C'est ça l'enjeu. On estime, c'est une garantie de proximité entre les élus et les citoyens, mais c'est un affaiblissement considérable du débat démocratique, parce que le débat démocratique, il se noue à l'occasion de l'élection entre les citoyens et les candidats. Donc, on change complètement la portée des choses, mais on ne peut pas vivre
avec deux systèmes qui coexistent. Il faut choisir. Alors, autre question, quoi qu'elle concerne aussi la Convention et le mode de la démocratie directe, Jean-Louis Bourlange a rappelé tout à l'heure que le gouvernement suisse était assis sur une décision prise par votation. Comment est-ce que Richard Verly Il n'a pourrait… pas vraiment contesté, Richard. Il ne l'a pas vraiment contesté. Alors, vous me donnez l'occasion de le contester, en l'occurrence, plus précisément. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, la population suisse était sollicitée par référendum sur la restriction de la liberté de circulation et notamment sur le fait de pouvoir mettre des quotas aux travailleurs européens en Suisse, ce qui contrevient aux accords passés par le gouvernement helvétique avec l'Union européenne. Cette votation, effectivement, première partie de la réponse, le gouvernement a tenté de l'édulcorer, il faut bien le dire, autrement dit de ne pas en retenir le caractère brutal pour trouver des aménagements avec l'Union européenne. De ne pas l'appliquer, tout simplement. Donc, de ce point de vue-là, Jean-Louis a raison, mais par contre, la réalité est que cet élément nouveau dans la liberté de circulation a considérablement durci les négociations entre la Confédération et l'Union européenne, et qu'aujourd'hui, la difficulté de trouver une solution, un accord cadre, puisque c'est de cela qu'on parle, entre la Suisse, pays non membre de l'UE, et l'Union européenne, est considérablement, disons, compliquée par cet aspect des choses. Donc, je dirais que oui, le gouvernement suisse a refusé une application littérale du référendum, mais de fait, la portée politique du référendum se fait sentir dans les négociations avec Bruxelles. Non, non, vous me donnez deux fois raison. Un, il ne l'a pas appliqué. Et deux, il n'est pas en mesure d'avoir une négociation, un accord avec l'Union européenne qui respecte la volonté du peuple suisse. C'est l'exemple même des limites d'une méthode dans laquelle on fait trancher à une population sur un enjeu précis, alors qu'en réalité, il y a un contexte qui est mis en cause et que la question référendaire ne peut pas prendre en compte. Alors, nous avons une autre question sur la politique étrangère qui est comment interprétez-vous la politique turque en Libye? Bien, ben là, je veux bien répondre. Oui. Il faut bien voir que la Turquie intervient en Libye. D'abord, la Libye, il ne faut pas voir ça comme un ensemble homogène, mais c'est véritablement deux sous-ensembles, un à l'est, la Cyrénaïque, un à l'ouest, qui est la zone autour de Tripoli, avec un gouvernement, effectivement, Sarraj, qui a été reconnu par l'ONU, qui est donc normalement le gouvernement tout à fait officiel. En Cyrénaïque, c'est effectivement le général Haftar qui conteste évidemment la situation actuelle du pouvoir de Sarraj. La Turquie a envoyé effectivement des mercenaires qui sont d'ailleurs des mercenaires syriens de la zone contrôlée par la Turquie, c'est-à-dire sur le nord-ouest de la Turquie, qu'ils utilisent comme, j'allais dire, main-d'œuvre et qu'ils payent pour combattre et soutenir Sarraj, ce qui a été très efficace puisque Haftar a, j'allais dire, été contraint de se retirer de la proximité de Tripoli. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent en étant en Tripoli? Bien sûr, il y a des enjeux aussi sur la Méditerranée orientale. On a vu qu'ils avaient passé un accord avec la Libye pour pouvoir dans les eaux qui sont en partie libyennes, chercher du pétrole, chercher des hydrocarbures. C'est sans doute un des aspects, mais ça ne me semble pas forcément le principal. Jean-Louis Bourlange a rappelé tout à l'heure que Erdogan était dans une situation fragile à l'intérieur. La situation économique est mauvaise, la situation évidemment sur le plan démocratique est exécrable, et il joue toujours la corde du nationalisme. Et cette intervention en Libye, avec relatif succès, lui a permis
donner aux Turcs l'image d'être une puissance régionale qui compte et qui tient la dragée haute à beaucoup de puissances, en particulier les puissances occidentales. Mais il faut voir aussi que l'adversaire de Sarraj, qui est le général Haftar, lui est soutenu par des mercenaires russes. Et qui finance une grande partie, enfin un nombre assez conséquent de ces soldats, de ces combattants. Or, pourtant, la Turquie et la Russie sont très alliés. On en a parlé tout à l'heure dans le cadre du Moyen-Orient. Donc, pour conclure, le Moyen-Orient reste décidément une affaire extrêmement compliquée. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent à propos de ce faisant des sauts et des gambades, y compris des sauts et des gambades. À l'inverse, sur les questions liées à la Convention climatique, est-ce qu'on pourrait imaginer, demande un de nos auditeurs, une suite à la Convention climat qui soit une sorte de primaire des idées de l'écologie en vue de l'élection présidentielle? Et puis une autre question, plus particulièrement à Marc-Olivier Padis, que pensez-vous du raisonnement de Jean-Louis Bourlange qui dit qu'avec la Convention sur le climat, on applique la technocratie à la politique? Marc-Olivier, si vous voulez bien vous charger de l'une ou de ces deux questions. La deuxième s'adresse à vous. Alors, je réponds à la première pour commencer. Une suite à la Convention qui serait une sorte de primaire des idées de l'écologie, ça pose tout de suite le problème du commanditaire. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'un processus comme une convention ne peut fonctionner que s'il existe un commanditaire légitime qui encadre le processus et qui s'engage à tenir compte d'une manière ou d'une autre du résultat de la convention. Parce que qu'est-ce qui est la question première des personnes qui arrivent dans une convention participative de cette sorte-là? C'est d'abord une inquiétude sur la légitimité. Qui suis-je pour qu'on me demande mon avis et pour que je délibère au nom des autres sur ce sujet-là? Et ce qui permet de répondre à cette inquiétude sur la légitimité, c'est de dire vous allez assimiler de l'information et quelque chose va sortir de cela. On écoutera vos propositions. Alors, un processus comme une primaire démocratique en vue d'une élection, c'est autre chose. C'est aussi participatif, mais c'est autre chose et en particulier, on ne peut pas avoir un commanditaire. Donc, je pense que ce sont quand même deux choses différentes et qu'on ne pourrait pas complètement faire fusionner. La deuxième question sur la technocratie, à vrai dire, je n'ai pas vraiment compris le point de vue de Jean-Louis, je dois avouer. En quoi est-ce que c'est plus technocrate? Je ne pense pas que les citoyens aient été invités à se mettre à la place de technocrates, donc je ne vais pas plus avant. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Très franchement, je crois que je l'ai décliné. Hein. J'ai dit, si je peux me permettre, Philippe, oui, j'ai décliné très précisément. Ça consiste d'abord à substituer un objectif chiffré à un objectif politique. Donc, on ne se pose pas la question de la finalité sociale, privilégier les moyens par rapport aux fins. Ensuite, ça consiste à privilégier les méthodes autoritaires par rapport aux méthodes incitatives et démocratiques. Et ça consiste enfin à sectoriser l'approche au lieu d'en avoir une approche qui prenne en compte l'ensemble des éléments visant une société. C'est 4 points. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas spécifique à la Convention. Je pense que nous raisonnons de plus en plus en des termes technocratiques au lieu de se poser le problème. Moi, je voudrais savoir vers quoi on entraîne la société actuellement. Quel est le devenir de notre société? Comment vivrons-nous demain? Et c'est en fonction de cette représentation de notre vie collective qu'on peut effectivement définir des objectifs en fonction de buts à atteindre, et pas simplement de moyens, et associer en profondeur les catégories sociales. C'est toute cette méthode est ignorée, c'est tout. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Contamination des travers technocratiques sur les expérimentations citoyennes. Marc-Olivier Padis. Oui, pour dire un mot,
je pense qu'on se rejoindrait sur une idée, c'est qu'il ne faut pas attendre des choses démesurées d'une convention citoyenne, d'un processus comme celui-là. Il ne peut atteindre que des objectifs très mesurés. Et de ce point de vue-là, ce n'est pas une alternative, dans mon esprit en tout cas, à la représentation politique traditionnelle. En fait, ça sert à rien alors. L'intérêt, alors à quoi ça sert? Justement, c'est de faire comprendre que les questions de la transition climatique n'ont pas pour vocation simplement à être tranchées par un gouvernement qui va prendre des décisions après, ou le vote du Parlement, si vous voulez, bien sûr, mais disons, où le citoyen peut se dire, bon, ben, c'est Paris qui va régler le problème, ils sont au pouvoir, ils n'ont qu'à faire ça. Le problème de la transition environnementale, des défis qui sont devant nous, c'est que ça va changer nos modes de vie. C'est que chacun d'entre nous va devoir transformer sa manière de vivre. Et c'est pour ça que les groupes de travail ont été nommés sur des choses très concrètes, se loger, se déplacer, se nourrir, parce que mais c'est pas, ils n'apportent pas de réponse. Hein. Ils n'apportent pas de réponse. Ils apportent chaque fois des objectifs chiffrés, émiettés. Ils n'apportent pas du tout. Tu ne sais pas comment tu vas te transporter, comment tu vas te nourrir, comment tu vas te loger après avoir lu leur texte. Bah, si, dire qu'il faut revaloriser le train par rapport à d'autres moyens de transport, c'est une réponse concrète. Mais c'est même pas réfléchi tout ça. Non, c'est pas une réponse complète. Ça pose des quantités de problèmes. C'est une affirmation, c'est pas une réponse. C'est beaucoup plus compliqué. Là. Mais moi, si je me permets, et je ne veux pas t'interrompre, mais je crois que très profondément, le problème, c'est que la conséquence, si la Convention citoyenne est apparue comme nécessaire à beaucoup d'entre nous, comme toi par exemple, c'est essentiellement parce que le Parlement est dévalorisé. Et c'est pourquoi je reviens sur mon combat sur le mode de scrutin. Je crois que tant que le Parlement ne représentera pas l'ensemble des sensibilités dominantes du pays, il ne pourra pas faire cette tâche que je lui assigne. Et alors, comme il ne la fait pas, on a tendance à la confier à d'autres, et donc à des assemblées tirées au sort. Béatrice Gibelin. Oui, moi, à vous écouter, ça m'évoque la question, enfin, un problème intéressant qu'a soulevé Pierre Vels dans son dernier ouvrage, L'économie désirable, sortir du monde thermofossile. Et justement, dans cet ouvrage court, hein, c'est La République des idées et du seuil, donc c'est toujours des ouvrages d'une centaine de pages, justement, il insiste sur vers quoi devons-nous aller, quel objectif devons-nous avoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans effectivement, comme le dit Jean-Louis, des visions sectorisées et au fond fragmentées avec des solutions simples, mais une vraie réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'au fond qu'une économie durable. Et je vais prendre qu'un exemple. Beaucoup des gens de la Convention et particulier aussi Cyril Dion, qui dit, bon, bah, voilà, tout ce qu'on doit faire dans l'isolation des bâtiments, on ne le fait pas, c'est dérisoire, alors que c'est un gisement d'emploi formidable, etc. etc. Et Pierre Vels dit, attention, les Allemands l'ont fait, ils ont investi des milliards dedans et ils reviennent dessus en disant, ben non, ça n'a pas donné les résultats qu'on attendait, parce que les gens, ben, ils ont continué à faire fonctionner leur thermostat, c'est pas comme ça qu'on doit faire. Or, on aurait peut-être intérêt à ouvrir un peu les yeux sur ce qu'ont fait les autres et les avances qu'ils ont peut-être prises sur nous là-dedans, plutôt que de répéter comme une sorte de doxa un certain nombre de choses. Je pense que dans cette réflexion, l'économie désirable est tout à fait intéressante. Je profite de l'intervention de Béatrice pour dire que nous diffuserons dans la période des thématiques, c'est-à-dire fin mars et début avril, nous diffuserons, l'une des thématiques sera consacrée à ce livre de Pierre Vels, avec Pierre Vels lui-même, qui rejoint Jean-Luc Bourlanges, parce que l'un des principaux reproches qu'il fait aux écologistes, c'est de réfléchir sur comment produire plutôt que de réfléchir sur que produire et par rapport à quels besoins et à quel mode de vie. Sur cette question, est-ce qu'il y a une autre intervention ou est-ce que je passe à une question de nos auditeurs qui demande, je ne sais pas si l'un d'entre vous ou l'une peut répondre,
Que vont devenir ceux qui ont rédigé les 149 propositions pour le climat? Moi, je leur conseille de se présenter aux élections législatives. Ils se sont déjà présentés pour certains municipales. Oui. Mais il faudrait qu'ils fassent un parti ou qu'ils adhèrent au parti existant. Mais ils ont certainement des choses à apporter, hein, je ne conteste pas. Ils ont fait un investissement personnel très important. Ils ont certainement des choses à apporter, mais maintenant, il faut savoir comment fonctionne la démocratie en France et s'il y a un Parlement, ils s'enrichiraient de leur présence. Ils ont créé une association qui s'appelle les 150, je crois, qui s'est donné pour tâche de continuer à promouvoir leurs idées. Et donc, on verra bien si cette association arrive à prospérer et j'allais dire à se développer, mais elle n'a peut-être pas vocation à se développer parce que c'est un groupe fermé. Mais en tout cas, à défendre le bilan de leur travail. Ils ont quand même un cénacle. À la différence des Gilets jaunes, ils peuvent se transformer en parti. Ça serait quand même, à mon avis, ça serait un vrai parti écologique parce qu'ils ne seraient pas complètement prisonniers des dérives gauchistes initiales du parti écologique dont on voit à quel point il conduit les Verts à des prises de position qui sont sans rapport avec les attentes des citoyens. Moi, quand même, sur ces 150, d'abord, tous ne sont pas dans l'association. C'est bien l'association qui est à l'origine du dernier week-end de février avec la notation du projet de loi, si je me souviens bien, c'est-à-dire qui était au-delà de la fonction réelle de la Convention citoyenne. Ah non, ça c'était prévu depuis le départ. Depuis le départ, dans la commande, il était prévu que les citoyens pourraient répondre à la réponse du gouvernement. Avec une notation? Avec une note? Alors, l'idée de note, je ne sais pas, mais l'idée qu'il y avait en quelque sorte un retour, un droit de reprendre la parole après le gouvernement pour dire au bout du compte s'ils étaient satisfaits ou non de la manière dont leur proposition avait été reçue, ça c'était dans le contrat de départ. D'accord, mais je trouve que la notation, ça va beaucoup plus loin. Parce qu'elle est effectivement, on a quand même eu, comme je le disais, 14 membres des 119 qui se sont réunis, parce qu'il y en a un certain nombre qui ne sont pas venus, qui ont mis 0 à tout. Donc, on est là plus du tout dans une réflexion, mais dans une attitude politique. Et si j'ai bien l'information que j'ai juste, c'est que dès le samedi soir, donc avant la notation qui a été donnée le dimanche, ils avaient décidé que cette note serait négative de façon à donner un coup de semonce au gouvernement et au-delà même de ce qu'ils pensaient. Donc, on est là dans quelque chose qui à mon avis, prend une dérive qui peut mettre en cause, j'allais dire, l'intérêt, les grands objectifs, justement, mais on rentre… Oui, mais ça s'explique. Moi, je suis indulgent là-dessus. Ça s'explique parce qu'ils ignorent la politique. Ils ignorent… La politique, c'est un art extrêmement précis et très déplaisant, qui est l'art de gérer des frustrations. On est en permanence en train de faire des arbitrages, qui fait que ces arbitrages ne nous permettent pas de répondre à 100% aux attentes de nos concitoyens. Alors, soit on nous dit qu'on doit tout respecter, et alors on nous traîne devant les tribunaux si on ne le fait pas, c'est ce qui s'est passé, et ce qui pourrait se passer avec le crime d'écocide ou des choses comme ça, soit on surenchérit en permanence et on refuse la base du choix politique qui est un choix relativiste. Et là, c'est normal qu'une convention conçue comme elle a été, vive dans l'absolu. Ça ne mène à rien, mais c'est normal. Comment l'indulgence peut tuer aussi bien que la sévérité. Les souvenirs personnels du zéro sont que ça faisait baisser les moyennes et probablement il serait plus juste, plus honnête, plus instructif pour nous tous que soient publiées les notes sans la votation systématiquement négative des 14 pour qu'on se rende un peu mieux compte de l'appréciation sur les divers thèmes
de la Convention par ceux de ces conventionnels qui étaient réunis dans cette association qui, encore une fois, comme le rappelait Béatrice, n'est pas la Convention elle-même, mais une association, d'ailleurs, semble-t-il, assez suivie des membres de cette Convention. L'heure est venue de nous séparer, de remercier ceux de nos auditeurs qui nous ont suivis, ceux qui nous ont interrogés, de dire que nous espérons vivement que nous pourrons, avant le 14 juillet, nous retrouver au moins une fois dans l'amphithéâtre du théâtre Pierre Lamy de l'école alsacienne et souhaiter à tous et à chacun un bon ce qu'il reste de dimanche. Et merci à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes de nous avoir accueillis.